Donc il t'appelle au bout du fil, il dit bon Jean-Christophe, je te propose 12 millions d'euros. Je l'ai rappelé en disant c'est non. Il a été sur le cul, d'un côté le fric sur mon compte et pas contexte, et de l'autre pas le fric et contexte. Et clairement, pas le fric et contexte m'a apporté beaucoup plus de plaisir dans ma vie, quoi. Tu peux le dire à l'antenne de combien tu te rémunères ou... Ouais, je me rémunère de... Le journalisme de qualité n'est pas disrupté par l'IA. Si je vends cette entreprise, je savais pas le montant, mais je savais que j'aurais plus besoin de bosser dans l'idée. Le lendemain, quand j'ai rappelé pour dire non, j'ai eu l'impression, cette expression à la con, mais le premier jour du reste de ma vie, je me souviens le penser. Bienvenue à tous et toutes dans À Poil et Sans Filet, le média des entrepreneurs sur des sujets brûlants. Ici, on parle de sujets de société avec ceux qui la font, des dirigeants d'entreprise, des gens du terrain. Et je vous rappelle qu'il n'y a qu'une règle ici, donner la vérité nue. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Boulanger. Bienvenue Jean-Christophe. Merci, bonjour. Donc, tu es le PDG et fondateur de Contexte, un média B2B à destination des décideurs politiques. Je vais en dire plus parce que là, ça fait tout de suite très, très lourd comme information à digérer. Je vais te présenter plus en détail juste après. Et on va parler d'un sujet brûlant, le fait que fin 2022, tu as refusé une offre de rachat de 12 millions d'euros que beaucoup accepteraient puisque ça aurait pu te rendre riche et te permettre d'aller vivre aux Bahamas ou ailleurs. Et tu l'as refusé. Et pourtant, c'est ta meilleure décision. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, si ça te va. Et de plein d'autres sujets aussi. Génial. Ça te convient ? Alors, je commence par te présenter pour qu'on comprenne mieux ce que tu fais. Donc, tu diriges Contexte, qui est un média B2B qui est lu chaque jour par celles et ceux qui fabriquent la politique française et européenne. Donc, c'est des cabinets ministériels, des parlementaires, des institutions, des lobbyistes, des décideurs publics. Voilà, dans les arcanes du pouvoir. En 2025, c'est plus de 25% de croissance par rapport à l'année dernière. C'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis 140 personnes à plein temps, voilà, dans un siège basé à Paris. Le tout sans avoir jamais levé de fonds. C'est quand même particulier. Donc, tu es vraiment une entreprise bootstrap, hein, le modèle cher à mon cœur, parce que j'ai participé à monter ce club bootstrap il y a quelques années. Tu es un patron discret, mais tu es radical sur un point, la transparence. C'est-à-dire que tu publies tes comptes partout, sur LinkedIn, vous pouvez les retrouver. Et d'ailleurs, prochainement, début 2025, il y aura probablement la publication de Contexte, j'imagine. Grilles de salaire qui sont publiques aussi. Informations ouvertes. Et tu es aussi l'un des dirigeants les plus authentiques et vulnérables que je connaisse. Parce que tu partages tes doutes, tu parles vrai. Et puis, je crois même que tu pleures devant ton équipe. Donc voilà, ça c'est pour mieux comprendre ce que tu fais et qui tu es. Et puis surtout, un jour de octobre 2022, tu t'es retrouvé face à une offre gigantesque d'un de tes plus gros concurrents internationaux, 12 millions d'euros sur la table, que pourtant tu as refusé. Donc tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix et comment d'autres entrepreneurs peuvent faire ce choix de pas prendre un gros chèque et plutôt continuer une aventure de façon indépendante. Donc c'est un épisode qui n'est pas qu'un épisode de business, mais qui est un épisode qui va plonger dans les arcanes du pouvoir, puisqu'on va parler de ce que ça veut dire entreprendre sans vendre son âme, du coût réel de la transparence, donc dans tes pratiques managériales notamment, de ta définition de l'indépendance, et puis pour terminer, comment la concentration des médias met nos démocraties en péril. Voilà. Ça te va comme petit programme ? C'est super. Bon. Franchement, j'ai hâte. Écoute, je te pose la première question que je pose à tous les invités. C'est quand la dernière fois, Jean-Christophe, que tu t'es senti à poil et sans filet ? Ouais, j'y réfléchissais ces jours-ci. Écoute, je crois que je suis assez souvent à poil et sans filet. J'essaye de l'être de plus en plus, en fait. Mais en ayant conscience de l'être, c'est-à-dire à un moment où je me suis dit, là, je me suis senti à poil. C'était il y a un mois, quand j'ai... provoquer une discussion avec tous les salariés qui voulaient sur les départs. On a lancé un projet il y a 3 mois pour mettre à jour nos valeurs qu'on avait définies il y a 10 ans. Et depuis, on est passé de 20 à 140 personnes et je ressentais, elles n'étaient pas claires pour tout le monde, quoi. Elles ne voulaient pas dire les mêmes choses. Aujourd'hui, nos valeurs, telles qu'elles sont définies depuis 10 ans, c'est indépendance d'un côté, de l'autre, exigence et bienveillance. Mais exigence et bienveillance, ça veut dire des trucs très différents selon les gens. Et donc, je sentais le besoin de les redéfinir. On a lancé ça dans notre séminaire d'équipe annuel où on se retrouve tous les ans, toute l'équipe. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui disaient « mais en fait, on ne respecte pas nos valeurs », qui étaient vraiment, pour certains, choqués et je sentais même de la méfiance, du coup, avec un
un sentiment de double discours par rapport à des départs qui avaient eu lieu. Des gens qui sont partis de l'entreprise, des salariés qui sont partis, soit par eux-mêmes, soit sur un choix de leur manager, et en disant que l'entreprise n'avait pas été bienveillante avec eux. Considérant que le fait de se séparer d'un salarié n'est pas un acte de bienveillance. Soit dans le fait de le décider, soit dans la manière de le faire. C'était plutôt dans des critiques sur la manière de le faire. Et c'était plusieurs retours, et j'entendais ça un peu depuis 1 an, 2 ans, ça restait sur des départs assez anciens, pourtant il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc à un moment, je me suis dit, bon merde, on va se poser tous autour de la table, on va en discuter, quoi, en fait. Et donc j'ai proposé à tous ceux qui voulaient de rejoindre une discussion là-dessus. Et j'avais invité les managers de ceux qui avaient pris des décisions sur des départs. C'est depuis 2 ans, quoi, en gros. Et en fait, je voyais plein de gens s'inscrire à cette réunion, quoi. Et finalement, on a été 40. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, en fait. Mon intention, c'était de libérer la parole, parce que ce que je trouvais le plus toxique, c'est qu'il y ait des fantasmes, des choses non dites qui, du coup, s'enquistent, en fait. Mais je ne savais pas si les gens allaient oser parler, vraiment dire ce qu'ils ressentent, et comment ils ont vécu les trucs, avec certains beaucoup d'injustice. Je ne savais pas comment moi j'allais le prendre, comment les managers, comment les critiques seraient perçues. Et en fait, ça a duré 2 heures, et dont 1h30 d'expression des salariés sur leur ressenti par rapport à plein de départs ces dernières années. Et c'était très fort, en fait. Waouh, je peux raconter ce qui s'est passé, mais vraiment, je me suis senti à poil et sans filet, c'est-à-dire que je ne savais pas comment ça allait se passer. De quoi tu avais le plus peur ? J'avais peur, le plus peur, je pense, c'était que les gens n'osent pas parler. Ça, j'aurais été hyper triste, en fait, qu'ils aient peur. Et je l'entendais dans certains feedbacks, on ne peut pas en parler parce que la crainte de certains salariés qui soient mal vus, si critiques, en fait, des choix de leur manager. Et donc, le plus triste pour moi, ça aurait été que ça retombe, quoi, qu'il n'y ait pas de débat, rien. Ça, j'étais vraiment content. Assez vite, des gens en parlaient, et beaucoup de gens différents en parlaient, pas juste ceux qui parlent le plus souvent. Donc ça, c'était cool. Je pense que c'était ma plus grosse peur. Ma deuxième peur, je pense, c'était qu'il y ait une ambiance de non-écoute, de récrimination, quoi, en fait, de jugement, en fait. Tu veux dire, par exemple, entre le corps managérial dont tu fais partie et, on va dire, les salariés plus normaux, c'est ça, de l'entreprise ? Ouais, on est tous normaux, mais ouais, entre ceux qui avaient pris les décisions sur des départs et ceux qui les avaient subis, les coéquipiers, quoi. Et donc ça, j'avais vraiment peur aussi. Et ça, j'ai trouvé les prises de parole des salariés hyper bien, hyper claires, quoi, hyper... pas dans le jugement, en fait, mais dans l'expression de ce qu'ils avaient vécu, quoi, et dans leurs craintes. Et donc ça, c'était bien. Puis après, j'avais aussi peur de ma réaction, de la réaction des managers, en fait, de comment être dans la juste truc, de pas... En fait, c'est compliqué de justifier des choix individuels où tu vas pas parler de et tu vas dire, Stéphane, voilà. Il avait quand même moins 35% sur ses objectifs, on n'allait pas le garder, quoi. C'est pas respectueux pour lui de parler de son job devant 40 personnes, quoi. Et en même temps, les gens ont besoin de comprendre. Donc c'est un truc délicat d'être transparent, mais en même temps d'être respectueux de ceux qui sont partis, quoi. Si tu avais un conseil à donner à un chef d'entreprise, quelle que soit la taille de son équipe, et qui doit faire qui sent comme ça qu'il y a un non-dit dans son entreprise vis-à-vis de décisions qu'il a pu prendre, que je sais pas, peut-être une décision d'augmentation de salaire, de distribution de primes, de départ, effectivement, comme toi tu l'as vécu. Si tu as une leçon qui te vient sur cet événement que tu pourrais donner, c'est quoi ? C'est d'affronter ses peurs. En fait, pour moi, c'est... Il y a un côté boule de neige des non-dits, quoi. En fait, le tabou tue à force de rester tabou. Et donc, plus tôt on en parle, plus ce sera facile. Ça veut pas dire que ce sera facile, mais plus tard on en parle, plus ce sera dur à gérer, quoi. Donc pour moi, j'ai envie de se dire, si on s'en parle pas, c'est que justement, il y a un sujet et qu'il faut l'aborder, quoi.
je pense que c'est une grosse tension dans le management aujourd'hui, tu vois, entre, on va dire, les patrons à l'ancienne. Je salue Gilles qui se reconnaîtra, qui, encore que je fais pas honneur en disant ça parce qu'il prône aussi beaucoup de transparence dans son entreprise. Mais disons, en tout cas, une forme de management plus à l'ancienne où Gilles est un patron inclassable, pas à l'ancienne. Oui, tu as raison, c'est vrai que c'est inclassable. on peut le dire. Gilles 7G de Lucas, on le salue. Non, mais tu vois, qui vont avoir une conception très verticale de l'entreprise, et donc le patron décide, il n'y a pas de remise en question, et puis il n'y a surtout pas forcément de débat sur ce qui a été fait par la suite. Et puis cette conception aujourd'hui plus vulnérable du dirigeant qui va être ouvert à partager lui-même ses doutes, ses craintes, l'envie que l'équipe se sente bien, et en même temps qui doit du coup faire exercice d'autorité par moment. Tu vois, comment ça se balance pour toi ? Est-ce que c'est sain ce virage vers plus de vulnérabilité moi, je suis pas très à l'aise avec l'injonction à la vulnérabilité. En fait, pour moi, chacun... je suis à l'aise avec l'autorisation à l'expression de ses émotions, de ses doutes et de sa personne. Tu vois, pour moi, on vient au boulot en tant que personne, et du coup, on vient avec son vécu personnel, ses traumas, ses obsessions, son tempérament, et ses humeurs du jour. Et ça, je pense que on est de bien meilleurs professionnels à accueillir tout ça. En fait, si on sait gérer le personnel dans le travail, collectivement, c'est-à-dire on sait l'exprimer, on sait le recevoir, on est beaucoup plus efficace, je pense. Donc moi, je suis vraiment à l'aise à autoriser l'apparition du personnel dans l'univers pro. Par contre, je respecte chacun à choisir là où il met le privé. C'est-à-dire, chacun choisit sa frontière entre ce qui est personnel et ce qui est privé. Et le privé, c'est son choix de ne pas en parler, quoi. Donc, moi, du coup, la vulnérabilité, c'est un peu une injonction à l'intime, presque. Donc, au privé, ça peut être compris comme ça. Donc, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce concept-là. Voilà. Par contre, moi, pour parler de mon vécu de dirigeant, en gros, j'ai longtemps été un dirigeant super-héros. Je me définis comme ça, enfin, a posteriori, quoi. C'est-à-dire, j'avais cette idée qu'être un bon patron, c'était projeter de la force, projeter de l'autorité, projeter de l'assurance, projeter ça se traduisait comment ? Du dynamisme, de l'optimisme. Ça se traduisait par, en fait, une interdiction que je me donnais d'exprimer mes doutes, ouais. En fait, en dehors de mes associés, quoi. En gros, je séparais dans mon univers mental mon associé avec qui je pouvais pleurer ou exprimer mes doutes et le reste des salariés avec lequel je pouvais pas. Oui, donc si tu te demandais, c'est pas terrible les résultats ce mois-ci, tu aurais dit si, t'inquiète pas, ça va bien se passer, j'étais on va dans s'en sortir. Une posture motivationnelle superficielle, ouais. Alors, j'étais pas, j'avais une ligne sur pas être dans le mensonge, tu vois, je disais pas les choses que je pensais pas, mais j'exprimais pas mes doutes à leur hauteur, quoi, en fait, tu vois. Donc si je pensais pas qu'on allait s'en sortir, je disais pas on va s'en sortir, tu vois, quand même. Mais je pouvais sous-exprimer mes doutes, quoi. Et et j'ai changé. Il y a vraiment eu un moment de bascule il y a 3 ans, dans une prise de parole devant toute l'équipe en séminaire où ça a été pour moi le switch, mais ça faisait 2-3 ans que j'y travaillais, quoi, en fait, intérieurement. Et là, j'ai cassé ma posture précédente en parlant de moi, y compris de choses intimes, pour autoriser ceux qui le voulaient, mais sans injonction, en fait, même sans expliquer pourquoi je le faisais. Et en parlant de mes doutes, de là où j'avais pas été bon. Et ça a créé un peu un choc, quoi, et beaucoup de réactions. Et pour moi, il y a eu un avant et un après, quoi. C'est-à-dire que depuis, ça c'était il y a 3 ans, depuis ça, je suis moi beaucoup plus confortable dans mon rôle quotidien de dirigeant. En fait, je peux venir comme je suis, quoi. Et donc franchement, waouh, c'est beaucoup plus cool, ouais. Ah, ok, c'est intéressant. Je pense que vraiment beaucoup de dirigeants se posent la question de cet exercice de transparence. Et puis, ça peut être sur plein de
plein de facettes en fait de son entreprise. Ça peut évidemment être avec son équipe, mais ça peut être aussi sur la communication publique, tu vois, où la plupart de LinkedIn, qui est un cirque auquel je participe régulièrement, est quand même beaucoup une espèce de revalorisation de soi, de réécriture de ce qui s'est vraiment passé pour donner envie aux autres, quoi. Et je pense qu'il y a un besoin, une envie du public, en tout cas, tu vois, de tout type de professionnels à avoir plus de transparence, plus d'authenticité dans le message, en particulier des dirigeants d'entreprise, quoi. Donc non, c'est chouette. Écoute, pour parler de transparence, venons-en à ce sujet qui est central de notre échange, qui est que on est en octobre 2022. Fin octobre 2022, tu vas recevoir cette fameuse offre de rachat de ton concurrent, qui est de 12 millions d'euros. Ouais. Déjà, pour nous, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte sur où en était l'entreprise à ce moment-là? Vous faisiez quelle taille? Pourquoi vous en êtes arrivé à cette offre de rachat? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le contexte, on s'est créé en 2013. Au départ, 9 personnes, 5 journalistes, 2 sales, un admin et moi, avec l'ambition d'apporter une info hyper experte, profonde, technique, sur la fabrication des politiques publiques, donc toutes les dessous sur la fabrication des lois, que ce soit les lois françaises ou les lois européennes qui ont un impact en France. Et on l'a fait au départ sur 2 verticales sectorielles, l'énergie et la tech. Puis progressivement, au fur et à mesure des années, on a lancé des nouvelles verticales. Aujourd'hui, on en a 8 en France. Et on vient de lancer notre première verticale sur les politiques européennes en anglais pour un public international. Du coup, tous ceux qui ont besoin d'anticiper la régulation européenne. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'article que peut lire j'imagine un député européen, par exemple? Ouais, la valeur essentielle de notre produit, c'est un briefing, un email. On est plus un journal mail qu'un journal web, en vrai. Donc notre briefing qui est envoyé à 8h tous les matins, qui contient une quinzaine de brèves, qui résument l'actu des dernières 24 heures sur la fabrication des politiques publiques dans tel ou tel secteur. On en envoie 9 tous les matins. Alors un tiers de nos lecteurs, c'est dans le public, donc des parlementaires ou leur staff. En fait, on est plus lu par les deux, mais ceux qui vraiment au quotidien bossent le fond des sujets, quoi. On n'est pas lu par ceux qui font la com politique. Les cabinets, comme on dit. Voilà, les cabinets ou l'administration, ouais. Et 2 tiers dans l'univers privé. Donc les entreprises, c'est-à-dire ceux qui font ce job-là dans l'entreprise qu'on appelle les lobbyistes, mais aussi les lobbyistes dans les ONG, qu'on appelle le plaidoyer, dans les fédérations professionnelles, dans les cabinets de conseil. Aujourd'hui, c'est 16 000 personnes. Et ce qu'ils trouvent chez nous, c'est à la fois une valeur de synthèse, en gros des humains experts, intelligents et neutres. On n'a pas d'intérêt en dehors, on n'a pas de com à faire sur nous-mêmes, qui synthétise, donc qui sélectionne l'info, qui va avoir un vrai impact sur les décisions politiques, dans tout le bruit et la com ambiante dans cet écosystème où tous les acteurs sont des pros de la com, quoi. Donc nous, on sélectionne ce qui vraiment peut avoir un vrai impact sur le texte. Et ça demande beaucoup d'expertise, à la fois institutionnelle et sectorielle. Et ils trouvent chez nous aussi des scoops, c'est-à-dire on sort tous les jours des documents qui n'existent pas ailleurs, quoi, que nos 60 journalistes trouvent à force de créer des relations de confiance avec leurs sources. C'est-à-dire quand par exemple, ça peut être est-ce que tu as un exemple concret, tu vois, d'un type de... C'est quoi, un leak sur une réunion, une information sur une loi qui va passer, ou tu vois, une action de tel gouvernement, enfin ça peut être quoi, tu vois? C'est vraiment tout le temps, genre là on parle beaucoup du PLF en ce moment et du PLFSS. Donc le PLF, c'est le projet de loi finance, hein, que craignent tous les Français, et en particulier ceux qui entreprennent, hein, parce que on parle beaucoup d'augmentation de taxes, donc évidemment c'est très, très flippant. Voilà, et le PLFSS qui est son versant sur la sécurité sociale. Ouais. Bon, on a sorti le projet PLFSS du gouvernement, les premiers. Donc, on a sorti avant tout le monde le doc du gouvernement qui proposait la première version. Et donc, on donne aux professionnels quelques heures ou quelques jours d'avance sur ceux qui ne sont pas abonnés pour bosser là-dessus, pour pouvoir réagir, quoi. C'est incroyable, mais comment tu peux obtenir un tel document ? Ça, c'est un job de journaliste. C'est vraiment du journalisme pur, quoi. C'est-à-dire, c'est des mois ou des années de création d'un relationnel de confiance fort avec des sources qui, du coup, ont
envie de nous partager ce genre de documents. Et leur envie peut venir de plein de sources différentes. J'allais te demander, c'est quoi leur intérêt, tu vois? Chacun, a priori, a un intérêt à partager une information. Notre job, c'est d'être là et de susciter cet intérêt et ensuite de vérifier que le doc est authentique, que l'info est véritable. Et donc, en croisant les sources, etc. Ouais, c'est le job, quoi. Ah, c'est génial, c'est incroyable. J'adore ce côté. Effectivement, on imagine facilement le secrétaire d'État à l'économie qui pour X raisons, vous envoie un petit message via son mail à 19h le soir, et toi, ton équipe qui doit recevoir le truc. Oh les gars, on a le scoop sur le PLF. Faut l'envoyer, quoi. C'est excitant comme boulot. Mais du coup, ça suppose aussi, j'imagine, beaucoup de travailler un peu dans l'urgence, quoi, en permanence, non? Ouais. Journaliste, alors chaque média a son rythme. Tu vois, quand tu bosses pour un trimestriel ou un mensuel, c'est pas le même rythme. Mais nous, on est un quotidien. Donc tous les jours à 8h, il faut qu'on produise. On a un bouclage, c'est le terme du métier, à 19h la veille au soir. Donc ça veut dire que tous les jours à 19h, il faut que chaque briefing soit prêt. Donc ouais, c'est une adrénaline du quotidien, c'est un job, il faut à la fois savoir mêler le temps court, mais aussi le temps long, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes au long terme, on fait aussi des analyses en profondeur, qui demandent parfois des semaines ou des mois de boulot, quoi. Là, on vient d'avoir un prix pour une analyse d'une journaliste sur le lobbying de McDo, donc elle a fait pendant des mois une enquête en profondeur sur comment McDo fonctionnait dans son lobbying, et donc il faut savoir gérer à la fois ce temps long, ce temps court. Ouais, c'est un job pas simple. Fascinant, mais pas simple. Ok, donc si je reviens à Nous Moutons, donc 2013, 2022, fin 2022, vous avez 10 ans d'existence quasiment déjà. Pour le coup, jamais levé de fonds puisque vous ne l'avez jamais fait, donc vous étiez toujours complètement indépendant. Vous faisiez quelle taille à peu près à cette période-là? On faisait 6 millions d'euros de revenus récurrents. D'accord. Tous nos la abonnements. moitié d'aujourd'hui, un peu moins même. C'est ça. Notre seul revenu, c'est l'abonnement. Donc la métrique pour suivre l'activité, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'ARR dans le jargon, revenu récurrent d'abonnement, quoi. Et on était à 6 millions à l'époque. Ouais, à l'époque, si tu veux, peu après notre création, on était le premier sur le créneau en France et le seul pendant longtemps, en fait. Il n'y avait pas d'autres médias spécialisés sur les besoins de ces professionnels-là, en fait. La presse grand public, elle parle ponctuellement des politiques publiques, mais un peu de temps en temps, quoi, dans les Échos, dans Le Monde. Et la presse pro-sectorielle, elle parle plus de business du secteur que de politique, quoi. Et donc, on avait repris ça de ce segment, ce type de presse pro existe dans d'autres pays, tu vois, aux États-Unis, mais aussi au Danemark, au UK, en Allemagne. Mais on était tout seul en France. Peu après notre création, il y a eu à Bruxelles, qui est un peu le plus gros marché en termes Bien sûr, parce que c'est là où ça se concentre tous ces acteurs politiques. Il y a eu une vague avec des nouveaux acteurs qui sont apparus. Et quelques années ensuite, effectivement, j'ai été contacté par un des leaders du secteur, quoi, qui voulait s'implanter en France, en fait. Vous étiez les seuls? On était les seuls. Et donc, assez logiquement, il vient me voir en me disant est-ce que vous seriez vendeur, quoi. Avec un discours aussi un peu... en gros, c'était dit de manière pudique, mais de toute façon, on va arriver, donc ça va être dur, quoi, quand même, si vous vendez pas, quoi. Soit en fait, t'es sympa, tu me vends, enfin, je te fais une proposition que tu peux pas refuser, comme dans Le Parrain. En même temps, il y avait une forme de réalité sinon, derrière. Bouffer, quoi. Tu vois, c'était pas fait, voilà, mais oui, c'était... Parce qu'eux, ils avaient beaucoup d'argent, j'imagine, beaucoup de moyens, beaucoup plus que vous, quoi. Exactement. Exactement. C'est un acteur international, donc on le cite pas pour les besoins évidemment de confidentialité. On va parler du process et comment tu prends cette décision quand tu es face à ce type d'offre de rachat. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui doivent vendre leur boîte à un moment donné, et puis c'est intéressant de comprendre le rapport à l'argent et tout ce que tu peux te poser comme question quand tu es dirigeant d'entreprise, alors particulièrement face à un moment comme ça. Ouais. Mais on cite pas les acteurs évidemment. Mais donc du coup, juste pour les situer, c'est des gros acteurs internationaux qui pour le coup eux lèvent des fonds et donc qui du coup ont beaucoup plus de moyens et qui vraisemblablement quand ils arrivent sur le marché, toi tu as peur, quoi, j'imagine. Tu te dis ils vont tout bouffer, quoi. Ouais, j'ai eu de la peur, vraiment. J'ai beaucoup travaillé cette peur, en fait. De quoi j'avais peur exactement?
Parce qu'en fait, ok, il y a ça, mais de quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur que la boîte meure? Et derrière, de quoi j'ai peur pour moi, vraiment? Est-ce que j'ai peur du regard que ça va jeter sur moi? Est-ce que j'ai peur de pas matériellement de ce que ça voudrait dire pour moi? De quoi j'ai vraiment peur? Je me suis fait coacher pour ça, pour comprendre la peur que ça générait chez moi. J'en suis arrivé à me dire que, en fait, j'avais pas vraiment peur. Justement, ce travail de coaching m'a permis de me rendre compte qu'au-delà de la peur, de la réaction un peu immédiate, il y a un acteur très bon et mieux financé que nous qui veut venir. Au fond, j'avais pas peur que la boîte meure. À la fois parce que j'y croyais pas et que même si ça arrivait, c'était pas grave vraiment pour moi, en fait, dans ma vie personnelle de personne. Et que je voulais surtout pas que cette crainte soit un moteur pour un acte irrémédiable qui serait de vendre, en fait. Si je voulais vendre, c'était pas par défaut, quoi. Parce que par ailleurs, il te proposait évidemment un rachat total. C'était pas partiel ou une prise de participation, c'était je rachète totalement l'entreprise. Ouais. Au revoir JC, on va se débrouiller avec ton projet, quoi. Pas forcément au revoir JC, non. Je pense que ils voulaient garder l'équipe, a priori. Mais en tout cas, ils avaient le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient, quoi. C'était le jeu, quoi. Et donc, j'ai discuté, quand ils sont arrivés avec cette proposition, au départ, je me suis dit, c'est intéressant de connaître le prix, en fait. Et puis, c'était pas clair pour moi. J'avais pas cheminé encore sur qu'est-ce que je voulais au fond, quoi. A priori, j'avais pas envie de vendre, mais je m'étais pas vraiment posé la question, en fait. Et donc, j'ai pas dit non tout de suite. J'ai dit combien, en fait. Alors là, ça a duré des mois de discussion, parce qu'en fait, moi, je voulais pas trop leur donner des chiffres, parce que c'était un concurrent potentiel. Et en même temps, eux, ils avaient besoin de chiffres. Donc, on a fini par se mettre d'accord sur ce qui leur semblait suffisant, jusqu'à ce qu'ils fassent une proposition chiffrée au téléphone. Et là, je me suis dit, bon, tout de suite en moi, j'ai senti le non, quoi. En fait, ouais, c'était physique, quoi. Il y a quelqu'un donc il t'appelle au bout du fil, il dit, bon, Jean-Christophe, je te propose 12 millions d'euros. Et là, toi, tu te dis, à l'intérieur de toi, tu sens monter. La première réaction, c'est juste un non, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant, quoi. Ouais, c'était évident. Stop un instant dans votre épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'une galère que tous les entrepreneurs connaissent, la création d'entreprise. Pour ma part, pour la création de ma nouvelle boîte il y a quelques mois, j'avais besoin d'utiliser un expert comptable. Alors, on m'a parlé de Swappen, expert comptable en ligne. Donc, je suis allé voir. J'avoue, je me suis méfié au début. Je me suis dit en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ils ont répondu à toutes mes questions en passant des heures avec moi au téléphone. Et croyez-moi, je suis un client chiant. Ils ont passé du temps pour trouver la bonne forme juridique pour moi, répondre à mes questions sur le régime de TVA et puis évidemment créer les statuts qui vont bien. Et j'ai tout reçu, les statuts, en moins de 24 heures après validation. Ça m'a coûté 0 € et c'est en plus sans engagement. Résultat, la société Swappen, elle est créée depuis 2022. Elle a déjà plus de 10 000 clients accompagnés et une note de 4,9 sur 5 sur plus de 700 avis Google. Donc, vous pouvez aller vérifier. Donc, vraiment, si vous êtes comme moi et que vous cherchez une solution pas chère et qui fonctionne hyper bien pour la création de votre entreprise, pensez à Swappen. Et en fait, c'était pas pour le chiffre, au fond. Là, on arrivait au bout du process. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais, moi, avoir un chiffre. Et quand j'en étais là, ça me semblait évident en moi que c'était non, quoi. Mais je lui ai dit, j'ai essayé de faire poker face et de dire je réfléchis, je vous rappelle demain. Voilà. Et le lendemain, je l'ai rappelé en me disant c'est non. Et il a été sur le cul que je rentre pas dans une négociation. En fait, quand il a compris que c'était un vrai non et que c'était pas un non pour gagner plus, quoi. Pour faire une contre, il a été surpris, je pense. Il s'attendait pas à ça, ce que je peux comprendre. Et donc, à partir de là, ils se sont effectivement développés, et c'est normal. Attends, mais alors du coup, quand même, c'est ça qui est fou, c'est que toi, à ce moment-là, pourquoi, enfin, tu vois, est-ce que tu sais pourquoi tu dis non? C'est quoi le principal moteur de cette décision? Ouais, parce que pendant les mois qu'ont duré la discussion,
j'ai eu tout un chemin intime pour le coup. Parce que la question, assez vite, c'est devenu mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait? C'est-à-dire, au gros, si je vends cette entreprise, je savais pas le montant, mais je savais que j'aurais plus besoin de bosser dans l'idée. Bien sûr. Et donc, la question, c'est ok, si j'ai plus de besoin matériel de travailler, qu'est-ce que je fais de ma vie avec cette liberté énorme? Donc, c'était une période géniale. Hein. Enfin, c'est hyper agréable de se poser cette question-là. C'est clair, c'est clair. C'est assez ouf. Donc, je mesure la chance. Et du coup, j'ai eu en plus le temps d'y penser, quoi. Et en fait, j'ai marché tout seul quelques jours, plusieurs fois pour y réfléchir. Enfin, j'ai fait des discussions avec plein de gens. Et petit à petit, j'ai discuté avec des gens qui avaient vendu leur boîte aussi, c'était intéressant. Beaucoup de dépression dans ceux qui vendent des boîtes. Bien sûr, alors énormément. c'est 70%. J'ai reçu Stéphane Bourbier dans un autre épisode qui est un investisseur qui, lui, a vendu ses parts en 2007, juste avant la crise immobilière. Ouais. C'est dans la finance Golden Boy. Et il a fait un trajectoire de 7 ans où globalement c'est le vide, quoi. C'est le vide. Il a marché, il a fait 5 fois Compostelle. Il a embrassé la dépression. C'est comme ça qu'il le dit. C'est mis dans une association sur les soins palliatifs pour te dire à quel point il était proche de cette idée même de la mort. C'est un très bel épisode que je vous recommande, Stéphane Bourbier. Mais en effet, et lui, il travaille beaucoup avec les exiteurs, donc les gens qui ont vendu leur entreprise. Il dit que 70% des gens qui ont vendu leur entreprise, mais quelle que soit l'entreprise, en fait, ça peut être une PME dans les territoires, un coiffeur, un boucher, un boulanger, comme ça peut être effectivement la start-up tech. 70% des entrepreneurs, des patrons d'entreprise vivent un grand sentiment de vide après ça, quoi. Donc c'est une réalité. Hein. Ça paraît être un problème de riche, mais en fait, c'est un problème de sens, quoi. Et moi, j'en suis arrivé à l'idée que être rentier, genre juste chill, j'allais m'emmerder. Enfin, c'était pas la vie dont j'avais envie, quoi. J'avais besoin d'être porté par un truc qui a un impact extérieur à moi. Je pense que je pourrais pas juste profiter. Mais voilà, c'est pas un jugement, c'est vraiment moi, quoi. Et que quel truc pourrait avoir un impact qui pourrait m'exciter autre? Honnêtement, j'en ai pas trouvé. Je suis revenu après des semaines de réflexion à me dire, en fait, ce que je kiffe le plus, c'est les médias, vraiment, d'avoir un impact en racontant le monde, en permettant aux gens de mieux comprendre la réalité des choses. Je trouve ça fabuleux comme responsabilité, comme impact. La politique, je trouve ça incroyable, en fait, comme au fond du sujet, quoi. La politique au sens police, le truc d'arriver à prendre des décisions communes, quoi, sur la manière de vivre ensemble. Et donc un média politique, bref, je voulais refaire contexte, quoi, en fait. Et donc je me suis dit, c'est à ce moment-là, franchement, je serais beaucoup plus heureux avec... j'avais vraiment les deux trucs en face de moi, quoi. D'un côté, le fric sur mon compte en banque et pas contexte, et de l'autre, pas le fric et contexte. Et clairement, pas le fric et contexte m'a apporté beaucoup plus de plaisir dans ma vie, quoi, en fait. C'est génial, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est vraiment la fable, tu sais, du plagiste, du pêcheur à Cancun qui à la fin, quand il rencontre un financier new-yorkais qui vient lui proposer d'agrandir son entreprise à chaque fois, de prendre un plus gros bateau que son tout petit bateau, puis après de créer une flotte, puis après de recruter des salariés, et puis du coup de conquérir le monde de la pêche par l'eau, et à la fin du coup de vendre son entreprise et d'être millionnaire. Et quand tu lui dis mais du coup tu ferais quoi, je retournerais pêcher avec ma canne à pêche à Cancun, quoi. Donc pourquoi je vais me taper tout ce trajet si l'objectif final c'est de faire ça. Et tout ça, toi c'est exactement ça. En fait t'avais juste le plus de plaisir, le plus de sens à continuer exactement ce que tu faisais. Donc le fric n'achète pas tout, quoi. En fait, ce qui est génial, c'est que vraiment le lendemain, quand j'ai rappelé pour dire non, j'ai eu l'impression, cette expression à la con, mais le premier jour du reste de ma vie, je me souviens le penser. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'était en conscience que j'avais ce choix de vie, quoi, en fait. Enfin, c'était en gros... je suis très reconnaissant à cette offre de m'avoir fait prendre conscience que, en fait, j'étais pas dans un projet patrimonial. J'étais pas dans un projet de start-upper classique où l'ambition, c'est la culbute d'optimiser la valeur de la boîte pour la revendre au meilleur moment. Moi, c'est pas mon game, en fait. C'est pas du tout mon jeu. Mon jeu, c'est... Enfin, j'ai déjà dépassé, à partir de, déjà, depuis plusieurs années,
plus d'argent me rendra pas beaucoup plus heureux, quoi, en fait. Donc, j'ai ce dont j'ai besoin, en fait, même sans patrimoine, j'ai les revenus. Donc, du coup, ce qui m'apporte du plaisir dans la vie, c'est pas du tout l'argent à partir de là. C'est de me sentir utile, c'est d'aimer mon quotidien, donc d'aimer les gens avec qui je travaille, de grandir, en fait, c'est-à-dire d'avoir un job qui fasse que je progresse comme personne. Et ça, je l'ai énormément avec Contexte aujourd'hui, quoi. Donc, C'est un beau plaidoyer sur la liberté et sur comment on fait ses choix. Et attends, mais ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est que dans ce moment-là où tu t'es rapproché du concurrent, j'imagine que le process il dure plusieurs mois jusqu'à aboutir à ce fameux coup de téléphone où tu fais une proposition concrète. Qui est au courant à ce moment-là? Est-ce que tu es seul face à toi-même? Est-ce que des salariés, des associés, ta famille, ta femme sont au courant? Personne, tu vois? Comment est-ce qu'on s'entoure dans ces moments-là? Quel que soit en fait le sujet, tu vois, je pense qu'il y a plein de dirigeants comme ça qui sont face parfois à des décisions importantes. Parfois, c'est devoir licencier des gens. Parfois, c'est devoir effectivement faire une offre de rachat ou se faire racheter soi-même ou passer la main. Enfin, tu vois, il y a des décisions comme ça difficiles où les dirigeants, les entrepreneurs ont toujours tendance, je trouve, à se replier sur soi. Tu vois, toi, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'en ai beaucoup parlé à mes amis, ma famille, parce que c'est des amis, en fait, à ma femme. À l'époque, on est séparés depuis. J'avais des retours très différents, mais qui parlaient de chaque personne, en fait. Tu vois, je me souviens d'amis qui me disaient « mais t'es trop con, évidemment, vends, tu pourras faire des trucs, mais avec ce fric-là, ça changera. » Mais bon, ça parlait d'eux, ça parlait de leurs besoins, quoi, en fait. Ça parlait de moi, j'aurais aimé avoir 12 millions d'euros et puis c'est tout, quoi. Enfin, j'aurais pas eu 12 millions, hein, j'aurais eu moins que ça. Oui, bien sûr. Vois, mais oui, ça parlait d'eux. Et mon ex-femme, elle, me disait c'est à toi de décider, vraiment, c'était cool. La femme me disait c'est ta boîte, c'est ton choix. Fais ce qui est bon pour toi, quoi. Elle me mettait pas une pression dans un sens ou dans l'autre. Et tu penses qu'elle avait pas de parce que c'est vrai que pour le conjoint ça peut changer sa vie pour le coup, tu vois. Puis lui il est pas dans l'entreprise, donc fin de compte c'est un bon, je sais pas comment tu te payais ou tu te rémunérais à cette époque, quel train de vie vous meniez et à quel point c'est important pour votre couple, mais tu vois c'est quand même difficile de pas être biaisé. Ouais, bah non, mais ça fait quelques années que je me rémunère au prix du marché, en fait. Tu vois, donc ma rémunération, elle est suffisante pour vivre, en fait. On vit, pour moi, je vis confortablement, quoi. Tu vois, le salaire d'un patron d'une boîte de 140 personnes, il est top, quoi. Enfin, donc, tu vois, je vis bien avec ça. T'as le droit de le dire, ce salaire, ou tu le partages? Ouais, je peux le partager, mon salaire. En fait, pour ceux qui cherchent, il est public. Okay. Parce que je me rémunère à travers une holding qui dépose ses comptes, qui sont transparents. Donc voilà. Ça c'est phénoménal parce qu'il y a très peu de dirigeants qui le font. Donc, mais tu peux le dire à l'antenne de combien tu te rémunères Ouais, je me rémunère de 150 000 € bruts. 150 000 € bruts. Ouais, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, tant que ça. Hein, parce que tu vois, quand je regarde plein de freelances ou d'indépendants qui réussissent bien, ils vont générer après ce chiffre d'affaires. Après, il faut enlever des charges et tout. Mais en fait, pareil, moi, je me rémunère dans la grille Contexte. C'est-à-dire qu'on a une grille salariale, tu vois, et je veux pas être différent des autres, en fait. C'est pas parce que je suis actionnaire que ma rémunération doit être différente des autres salariés. Mon job de DG, c'est en tant que salarié, en fait. Donc, du coup, je suis dans la même grille. Et nous, notre grille, notre philosophie, c'est de se mettre au niveau de top 30, la 3e décile, des meilleurs rémunérateurs du métier. Donc, en gros, j'ai fait un benchmark, mais comme pour tous les métiers, on a fait un benchmark, tu vois, des boîtes comparables dans lesquelles les gens pourraient aller bosser ailleurs que chez nous. Et on se met au niveau du 3e décile, quoi. Donc le top 30%. Ouais. Et donc, pour moi, j'ai regardé les PME, tu vois, de notre taille de boîte, avec ce niveau de croissance. C'était ça, le 3e décile, quoi. C'est super intéressant. Et ça, c'est pareil, votre grille de salaire, elle est publique, hein, de mémoire. Ça, on peut la trouver quand on tape Contexte grille de salaire dans Google ou elle est dans notre rapport annuel de l'an dernier. En fait, on l'avait pas publié jusque-là. Ça fait 5 ans qu'on a bien cadré les choses sur le salaire pour gagner en équité, parce qu'au début, c'était pas aussi structuré. On l'a publié pour la première fois il y a quelques mois, donc dans notre rapport d'impact de l'année 2024. Ouais.
C'est fascinant. On reviendra un petit peu après, de toute façon, sur cette question de la transparence. Quel est le coût de la transparence pour un dirigeant d'entreprise, quel qu'il soit, hein, au niveau de son équipe, au niveau aussi de la communication extérieure. On va en parler juste après. Mais pour rester un petit peu pour l'instant sur notre sujet. Donc, en effet, toi, tu te rémunères... en tout cas dans un bench, comme tu dis, puisque tu as benché de marché, tu te rémunères confortablement pour vivre à Paris. Vous ne manquez de rien, en tout cas en tant que famille. Et ta femme, du coup, elle te dit ok, c'est ton choix, c'est ton entreprise, c'est fine, tu prends cette décision. Et donc toi, tu te rends compte que tous les gens autour de toi, quand ils te donnent un avis, c'est un avis qui est très biaisé nécessairement, parce que c'est leur façon de voir le problème et ce qu'ils auraient fait à ta place. Donc en fait, toi, qu'est-ce qui se passe à la fin? J'étais vraiment seul avec moi-même, au fond. Au fond, c'est vraiment qu'est-ce que je voulais moi. Et par rapport à... Tu as posé la question par rapport aux salariés, j'en ai pas mal parlé à mon associé, tu vois, aux autres actionnaires, en fait, en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, parce que si je vendais, eux étaient forcés de vendre aussi. Bien sûr. C'est les clauses de notre pacte, comme je suis majoritaire, et du coup, j'avais envie d'avoir leur avis. Est-ce que eux pensent que c'est une bonne chose de vendre? Ils n'avaient pas envie. Ils me l'ont dit, et en même temps ils m'ont dit on accepte les règles du jeu, si toi tu le décides, voilà, au fond c'est à toi de décider, mais nous on n'a pas envie. Et les salariés, j'en ai pas parlé avant, et je pense que j'ai bien fait, parce qu'en fait les salariés c'est assez stressant pour eux comme situation. Ils sont impuissants. Sauf que tu n'as pas le droit, je pense, d'en parler, non? Je sais pas. Tu te souviens pas si tu avais le droit ou pas de... Je me suis pas posé la question. Parce que la grande majorité des process de vente dont j'ai entendu parler, les salariés, après nos derniers moments, quand il y a eu la vente, souvent, ou quand il n'y a pas eu, parfois, ils ont la news aussi, mais c'est très rare qu'on puisse parler aux salariés. Ouais, tu vois. C'est vrai qu'il y a un NDA, et que j'avais dû signer un NDA qui interdisait de parler, de mentionner publiquement qu'il y avait des discussions. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était pas cool pour eux, en fait, de partager un truc sur lequel ils n'avaient pas de prise, et qui devait être angoissant, quoi, en fait. Donc j'en ai parlé après, par contre. Il se trouve que ce moment dont je parlais de bascule, où j'ai enlevé mes habits de super-héros, j'ai aussi parlé de ça, en fait. J'ai dit qu'il y avait eu ce process et que j'avais décidé de dire non. C'est fou, c'était quoi leur réaction à ce moment-là? C'était très différent selon les gens. Certains étaient hyper rassurés, en fait, parce que, en se disant, c'est cool, ils se projettent comme actionnaires sur 20 ans, en fait. Parce que du coup, c'est ce que je me suis dit, en fait. Je suis là jusqu'à la fin de mes jours, a priori, quoi. En tout cas, de ma vie professionnelle. Et donc, c'était rassurant pour eux, en fait, parce qu'ils m'apprécient comme actionnaire, quoi. D'autres ont pris conscience, au contraire, que ça dépendait juste de ma volonté, ce qu'ils n'avaient pas conscientisé, et ça les a angoissés, en fait. Ils se sont dit, en fait, s'ils changent d'avis un jour, on pourrait, du coup, passer aux mains de quelqu'un d'autre qui pourrait changer la ligne éditoriale ou le mode de management. Et donc, ils ont pris conscience là, de manière inconfortable, de cet état de fait. Et donc, ça a généré des angoisses. D'autres n'ont pas compris l'exercice de transparence quand je racontais par exemple des situations difficiles personnelles pour moi et en quoi elles m'avaient impacté dans mon travail. Ils ont pris ça comme une injonction à parler de choses intimes, et ça les a mis en inconfort. C'était très différent. C'est particulier, mais ce que je trouve le plus difficile, en tout cas ce que je trouve très difficile dans tous ces... encore une fois, toute cette question de transparence vis-à-vis de son équipe, quel qu'on soit, qu'on soit un manager d'entreprise, manager d'une petite équipe, etc., c'est comment est-ce que tu peux tenir pendant parfois plusieurs semaines, plusieurs mois même, sans parler du tout de quelque chose qui est aussi prenant, hein, tu vois, et qui est aussi bouleversant que une décision de vendre ou pas son entreprise. Mais il peut y avoir plein d'autres décisions comme ça. Parfois, c'est effectivement juste se séparer de quelqu'un de son équipe, tu vois, c'est des moments où tu es effectivement seul face à toi-même. Comment, toi, tu tiens face à ce secret et tu fais poker face face à tes salariés? C'était pas un secret, hein. Moi, j'en parlais à mes associés, par exemple, je leur en parlais, en fait. Oui, d'accord. Il y avait ceux qui avaient la connaissance du truc, oui, et les autres, quoi. Mais du coup, je faisais pas poker face, tu vois, au quotidien. C'était pas comme si ça m'animait non plus tout le temps. J'avais pas l'impression de vivre avec un secret, en fait. D'accord. Et au contraire, c'était très agréable de pouvoir en parler avec mes associés, quoi. Et en dehors. Ouais. Ok. Et comme au fond, je pense que je me suis jamais vraiment posé la question. Enfin, tu vois, j'ai jamais envisagé sérieusement de vendre.
En fait, au fond, c'était physique, j'avais pas envie. Tu vois, je pense aussi, c'était pas comme si c'était un secret. Genre, tu vois, j'envisage sérieusement d'eux, en fait. Je pense que j'étais vraiment, en fait, j'étais intéressé par avoir l'offre pour être confronté à ça. Tu vois, c'était un cheminement psychologique dont j'avais besoin, je pense. Hmm. Mais j'ai jamais réellement envisagé de vendre, en fait. Hmm. En tout cas, je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où entreprendre n'est plus enfin, travailler n'est plus un bon moyen de s'enrichir. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, tu vois, en France, c'est il y a tellement de taxes, tellement d'inflation, tellement de mouvements, de politiques sur la question de tu vois, ne serait-ce que la différence entre le salaire brut et le salaire net qui fait que ça bloque beaucoup de dirigeants d'entreprise pour payer plus leurs salariés. Tu vois, il y a un vrai sujet aujourd'hui où travailler plus ne t'apporte pas plus d'argent. Et donc, entreprendre avec peut-être quelques domaines comme la finance reste ceux qui peuvent changer ta vie sur le plan financier. Toi, tu as refusé une offre du coup de 12 millions d'euros, mais mettons que demain, il y a quelqu'un qui arrive avec, je sais pas, un truc disproportionné de 100 millions d'euros, où là, pour le coup, concrètement, tu pourrais devenir un mania des médias. Tu vois, tu pourrais complètement rester dans ton secteur. Parce que 12 millions, en effet, je sais plus à quel point tu possèdes ton entreprise, mais il y a des impôts, il y a des impôts à payer, il y a d'autres actionnaires, il y a des choses comme ça, ce qui fait qu'à la fin, tu vas peut-être finir avec 5 millions ou 6 millions, ce qui est largement suffisant pour vivre toute une vie, mais qui n'est pas suffisant pour devenir non plus un mania des médias, par exemple, et s'amuser à créer un groupe énorme, etc. Tu vois. Donc, mettons que, je sais pas, demain, je pose la question parce que je trouve ça intéressant d'avoir la réflexion par l'extrême. Si tu as un concurrent qui venait qui te proposait 100 millions d'euros, donc un montant vraiment, pour le coup, 10 fois ce qu'on t'a proposé, quelle serait ta réaction? Maintenant, je pense que mon cadre de réflexion est clair, c'est qu'est-ce qui me permettra d'avoir le plus d'impact? Parce que mon kiff, moi, mon plaisir dans ce que je vis, il vient de l'impression d'avoir un impact, tu vois, de faire un truc qui est utile. Au fond, c'est assez clair pour moi que quand je serai à la fin de ma vie, je regarderai où est-ce que j'ai pu changer les choses, quoi. Et donc, est-ce que entre d'un côté ma boîte et de l'autre X millions d'euros, qu'est-ce qui me permettra d'avoir le plus d'impact? Franchement, je pense que le prix qui permet d'avoir plus d'impact que Contexte est sans commune mesure avec la valeur de marché de Contexte, en fait. Donc c'est théorique, en fait, cette question-là. Enfin, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de... aujourd'hui, avec Contexte, tu vois, j'ai une feuille de route en tête pour des années et des années, quoi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On est tellement bien placé pour faire ces choses. Tu vois, la balance est très haute d'un côté, quoi. Très, très haute. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette aventure? Mm. Est-ce que tu fais le choix de la continuer envers et contre tout et de rester indépendant? Franchement, les gens qui, à la fois, sont contents de bosser et qui bossent bien, enfin, qui sont hyper experts ou hyper efficaces ou hyper créatifs et qui prennent plaisir à ça. Je pense que, ouais, pour moi, j'ai vraiment le plaisir de l'artisan, tu vois, de voir un beau produit avec des gens qui prennent plaisir à le faire, quoi. Et ouais, j'ai aussi la fierté du produit. Je trouve qu'on a un produit exceptionnel, en fait. Tu vois, on a une info d'une qualité exceptionnelle. Et puis on a aussi des outils de monitoring. On est un logiciel en ligne aussi, en fait, avec des trucs exceptionnels. Nos clients nous adorent. Enfin, tu vois, je fais régulièrement des petits déj avec nos abonnés. C'est génial, en fait. Et donc ça me rend fier. Ouais, lundi, là, j'étais fier en discutant avec des abonnés. Je le suis souvent. Et de voir l'équipe au quotidien. Même tu vois, la mercredi, je suis allé, avant-hier, je suis allé marcher toute une matinée avec un salarié qui est parti il y a quelques mois, qui avait un rôle de directeur, pour clore la relation. On est allé, tu vois, il a souhaité interrompre son rôle. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça, et on n'avait pas clos. Moi, j'aime bien clore, que ce soit clair, qu'on se dise les choses. Et en fait, j'étais très fier à la fin de qu'on se soit dit, enfin voilà, qu'on ait pu proprement clore
Je pense pour l'un et pour l'autre, c'était très sain. Donc je suis aussi fier quand, dans le côté relationnel, dans le côté humain, j'ai l'impression de bien faire mon job, quoi. Hmm. Et à l'inverse, de quoi tu es le moins fier? Je suis moins fier quand il y a c'est l'autre côté de la médaille, hein, quand les gens sont pas bien. En fait, quand il y a de l'inconfort, du ressentiment, de la méfiance, et donc quand il y a des non-dits, ou quand des gens sont en souffrance, en situation compliquée dans leur rôle. Et que j'ai l'impression que côté employeur, tu vois, on les aide pas assez, on fait pas assez le job, donc forcément ça arrive, quoi, des situations comme ça me rend pas fier. Il y a une situation qui te vient en tête, sans citer de nom encore une fois, mais où tu t'es dit, punaise, là, j'étais pas fier de ce qui nous est arrivé, que tu peux partager? Ouais, là, il y avait le pot de départ mardi soir de notre première salariée qui part à la retraite. C'est cool, après 9 ans. Waouh. Et il y a un ancien salarié qui est venu et il m'a raconté qu'en fait, il n'a pas bossé pendant 6 mois après être parti de chez nous, tellement il avait besoin de se reposer, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est pas cool. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc où il était en surcharge, je pense. Je pense pas qu'il était en burn-out, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la réaction d'être Bloqué dans son bloqué, lit. voilà. Mais je pense qu'il n'était pas en bonne situation, quoi. Et donc je me suis dit, j'ai failli lui demander, est-ce que tu penses qu'on a bien fait le job? Puis c'était pas le cadre pour avoir cette discussion, mais ça m'a interrogé, quoi. Ouais. En tout cas, je pense que les gens le reconnaîtront facilement, mais c'est comme ça que je t'ai présenté au début. Mais nous, on se connaît du club Bootstrap parce qu'on a passé pas mal de soirées ensemble, même des séminaires. On s'est retrouvés à échanger sur des problématiques des grands questionnements que peuvent avoir les dirigeants. C'est ça qu'on faisait. Et j'ai toujours trouvé que tu étais quelqu'un de très humain. Et je pense que ça se sent aujourd'hui, mais dans tout ce que tu dis, ça ne m'étonne pas. Tu vois, tu parles de ton équipe en bien ou en mal, mais en tout cas, c'est ça qui ressort. Et je trouve que à une époque où de plus en plus il y a de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, en fait tout un tas de ressorts pour aussi ne pas avoir de salariés. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui souhaitent avoir peu ou pas de salariés, tu vois. C'est rafraîchissant et c'est important de sentir qu'il y a des dirigeants comme toi qui en ont envie, tu vois, qui ont envie de se coltiner cette question humaine, en fait, de cette faillibilité. Moi, je me la coltine pas. Elle me nourrit, en fait. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut, si on le ressent comme on se la coltine, ça va mal se passer, en fait. Je pense que c'est le sentiment de beaucoup de dirigeants. Tu vois, moi, j'ai accompagné du coaching, genre, il y en a beaucoup qui vivent ça comme une grande, parfois même comme un calvaire. Tu vois, il y a beaucoup de fondateurs d'entreprises qui sont pas des managers et pour qui le rôle de CEO, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est-à-dire celui qui pilote l'entreprise et donc qui pilote les gens, tu vois, qui pilote en tout cas le codir ou le comex, hein, tu vois, qui va être vraiment les mains dans le cambouis et les mains dans les hommes. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas leur zone de génie, tu vois. Ils vont pas aimer ça, quoi. Ils vont aimer faire du développement, faire du M&A, faire de la vente, ils vont faire de la communication, mais ils vont pas aimer gérer les gens. En réalité, les gens qui sont fondateurs de l'entreprise, parce que toi, c'est particulier, tu as fondé l'entreprise, tu vois. Et donc, il y a à la fois ce côté créateur et ce côté manager, c'est quand même rare. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est rare. C'est des qualités différentes, ouais. Et en fait, tu peux avoir l'une ou l'autre, ou forcément, il y a moins de gens qui ont les deux. J'entends. Moi, j'étais d'ailleurs pas sûr d'avoir les deux, en fait. Tu vois, moi, je sépare vraiment dans ma tête, je suis actionnaire et je me nomme comme DG, tu vois. Mais je pourrais, en tant qu'actionnaire, penser que je suis plus la bonne personne comme DG, quoi. C'est vraiment, ça paraît con, mais c'est vraiment séparé dans ma tête. Et oui, j'entends, mais pour moi, j'ai vraiment pas du tout l'impression de me coltiner, en fait, l'équipe. Ils me font grandir, quoi, en fait. Mais ça paraît con, mais enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, je cherche un job et une vie qui me fasse grandir. Tu vois, mon projet personnel, hein, c'est de m'épanouir comme personne. C'est pas de chiller, en fait. Je pense que j'ai un chemin à faire, quoi. Et ça passe par des liens, en fait. Ça passe par des personnes. Tu vois, que ce soit dans la sphère intime, dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle.
Et moi, les collaborateurs de Contexte, c'est des liens qui me font grandir, quoi, en fait. Que ce soit facile ou que ce soit difficile, en fait. Tu vois. Donc, pour moi, c'est l'intérêt du job, en fait, tu vois, de gérer l'humain. C'est ce que j'y recherche, en fait. Mais aujourd'hui, tu vois, où justement l'accès à l'information est beaucoup plus rapide, c'est déjà le cas depuis l'essor d'Internet, évidemment, mais où en plus, avec l'intelligence artificielle générative, tu vois, tu peux agréger des quantités de sources, et si tu les promptes bien, quand même, tu vois, je sais pas, je parlais avec Carlos Diaz il y a pas très longtemps, tu vois, quand il prépare ces épisodes qui sont toujours très pointus sur la tech, il a tout un tas de GPT qui agrègent de l'information, c'est impressionnant, et qui pondent des rapports, franchement, de très haut niveau, tu vois, de niveau journalistique, en fait. Après, il faut vérifier les sources, faut challenger son équipe, etc. Mais tu vois, il y a un gain de productivité de malade, en fait. Donc, c'est pas niveau journalistique s'il faut vérifier les sources. Parce que c'est le job du journaliste de vérifier les sources. Ok, donc c'est intéressant de faire ça, parce que toi, je pourrais te poser une question provocante qui est, en fait, est-ce que l'essor de l'intelligence artificielle te conduit pas en tant que dirigeant d'une boîte de médias à te séparer de 40% de l'effectif, tu vois? Bah, pour moi, l'IA générative tue le journalisme, ce qu'on appelle de bâtonnage. Tu vois, le journalisme de reprise qui s'use, tu vois, qui réécrit des choses déjà existantes ailleurs. Ça, effectivement, l'IA le fait quasiment aussi bien à un coût marginal. Donc la valeur ajoutée d'avoir des humains pour faire ça, elle est devenue presque nulle. Donc ouais, je pense que l'IA fait du mal à un certain type de journalisme. Un mauvais journalisme. Exactement. Par contre, quand on fait du vrai journalisme, c'est-à-dire qu'on trouve des infos exclusives qui ne sont pas publiques, tu vois, donc l'IA, elle ne peut pas y avoir accès. Enfin, c'est des gens qui te la donnent, cette info. L'IA, elle ne peut pas aller discuter avec un député. Et aussi une expertise sur le fonctionnement, pour nous, institutionnel, sectoriel, qui fait de comprendre ce qui va avoir un impact ou pas sur le... Ça, une IA, elle n'a pas cette intelligence-là, en fait. Et donc, le journalisme de qualité n'est pas disrupté par l'IA, en fait. Il y a aussi la troisième valeur du journalisme, c'est la vérification des sources. Tu vois, si tu dois vérifier une source, c'est pas du journalisme, en fait. Tu payes quelqu'un pour le faire à ta place. C'est ça, le journaliste. Tu payes le journaliste pour le faire, quoi. Donc, non, pour moi, l'IA, elle améliore la productivité des journalistes de qualité, tu vois, comme plein de métiers, mais elle les remplace pas, non. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Je pense même que le chaos informationnel qu'amène l'IA, avec du coup une perte de confiance dans ce qui est de l'information vraie ou ce qui est juste généré par de l'IA, crée plus de valeur dans des marques d'information qui sont rassurantes, en fait. Donc pour moi, l'IA est plutôt une opportunité business et renforce la valeur dans le chaos ambiant d'une information reconnue comme fiable. Ça va être intéressant. J'ai envie qu'on termine l'épisode juste après sur cette question de liberté des médias, de qualité de l'information, d'objectivation de l'information dans ce contexte comme ça, à la fois de beaucoup de pression, je pense, de pouvoir étranger maintenant, et puis de concentration des médias en France, et puis évidemment de ces bouleversements technologiques qu'on connaît. Donc on va y revenir juste après. Mais quand même, pour terminer sur cette question de management, après, je pense que ça intéresse beaucoup les gens aussi, c'est pourquoi... encore une fois, je vais employer un mot fort, mais pourquoi tu t'infliges le fait de publier tes comptes, de faire une grille de salaire publique. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là amènent évidemment des questions, peuvent aussi conduire des salariés tu vois, à se comparer leur salaire, ou tu vois, ou tes concurrents à regarder tes résultats et du coup se situer, se positionner, avoir une information que toi tu n'as pas sur eux. Pourquoi tu t'infliges ça en fait? Je le vis, moi, au contraire, comme quelque chose qui me libère. Pour moi, la publicité, et j'aime pas le mot transparence, en fait. Publicité, ça peut être mal compris en publicité commerciale, mais le fait de rendre public, en fait, certaines informations, et c'est la différence avec transparence, où pour moi, la transparence, c'est une sorte d'idéal un peu totalitaire qui
dit en sous-texte que tout devrait être transparent. Moi, je crois pas à ça. Donc, moi, je n'utilise pas le mot transparence, en fait. Par contre, par défaut, les informations doivent être publiques. Oui, pour moi, ça, j'y crois. Sauf si on a des bonnes raisons, mais à chaque fois qu'ils doivent être identifiés comme tels, de les garder confidentiels. Nos comptes, je ne vois aucune bonne raison de les garder confidentiels. Je vois plein de bonnes raisons de les rendre publics, en fait. Comme quoi, par exemple? Comme le fait que nos abonnés aient confiance dans le fait qu'on n'ait pas d'intérêt en dehors, en fait, qu'on roule pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Du coup, ils ont confiance dans la neutralité de notre approche journalistique. C'est essentiel. En fait, on vend parce qu'ils ont confiance, en fait, dans notre contenu. C'est intéressant. Et donc, de leur montrer que nos seuls revenus, c'est l'abonnement, qu'on n'a pas de pub. Du coup, ils ne peuvent pas se dire qu'on est biaisé par des annonceurs. De leur montrer notre capital, qui voit qui a le pouvoir chez nous en tant qu'actionnaire et qui puisse évaluer, du coup, c'est 100% l'équipe, nous, en fait, qui a le capital. Du coup, ils ne peuvent pas se dire que tel ou tel milliardaire peut avoir une influence sur notre ligne éditoriale ou nos contenus. Ça a de la valeur. La grille de salaire, en fait, le seul frein à la publier jusqu'à présent, c'est qu'on n'était pas encore très fiers de ce qu'on avait fait. Mais ça a toujours été clair pour moi qu'on avait à gagner à la rendre publique. Et c'est quoi les gains, tu vois, c'est quoi les gains de rendre sa grille de salaire publique? Avoir des feedbacks. En fait, du coup, il y a d'autres boîtes qui peuvent dire ah ouais, c'est intéressant que vous fassiez ça, nous on fait pas ça comme ça. Tu vois, ça peut créer des discussions. C'est cool. Et ensuite, deuxième gros gain, c'est l'attractivité. Nous, on souffre d'une image d'un secteur qui paye peu. Le journalisme. Le journalisme. La presse, tu vois. Les grands groupes de presse en France pleurent beaucoup en disant on a du mal, on n'y arrive pas. Et du coup, ça fait une image catastrophique du secteur, quoi, en fait. Et donc, moi, je dois me battre pour montrer que nous, on paye bien, en fait. Enfin, on peut bien vivre à contexte, quoi. Et donc, publier la grille, c'est bénéfique pour notre image employeur en termes d'attractivité, quoi. Ça génère quoi comme sensation chez les salariés, tu vois, est-ce qu'ils peuvent être un peu jaloux du coup des salaires des uns des autres parce que, alors attends, on est bien d'accord que vous, c'est la grille de salaire qui est publique, mais pas le salaire des gens. Tout à fait. D'accord. Personnellement, je serais favorable à ce que les salaires individuels soient rendus publics en interne. Ok. Mais on n'a pas rencontré un consensus assez fort en interne pour le faire. Tu vois, j'ai pas envie de violenter des gens qui veulent pas que leur salaire soit connu en interne, quoi. Ouais, moi je comprends. Enfin, en fait, c'est cette question qui est un peu comment ça s'appelle la margoulette, je sais plus l'expression, hein, tu vois, le truc classique de l'entreprise libérée, de rendre les salaires de chacun transparents. Si c'est pas extrêmement bien exécuté, ça peut être d'une violence sans nom, quoi. C'est-à-dire vraiment les gens, enfin, tu vois. Parce que c'est quand même fondé sur le principe de la responsabilité. Donc le fait que les gens proposent un salaire pour eux-mêmes souvent et que du coup ils vont le challenger avec les autres salariés qui vont leur dire oui ou non, on pense que tu es à cet endroit de la grille et tu mérites ce salaire ou tu le mérites pas. Et donc si c'est pas bien fait avec des processus de feedback, de management bien éclairés, etc., ça peut être d'une violence sans nom, quoi, tu vois, dans tous les sens, c'est horrible, quoi. Donc moi je comprends les réticences là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant déjà de mettre ta grille de salaire publique parce qu'en fait du coup toi ça te permet de montrer aux gens du secteur qu'en fait si tu payes quand même bien. Exactement. Ça donne confiance. Et tu vois, il y a un inconvénient quand même ou pas du tout? En interne, sur les avantages continus, il y a un autre gros avantage qui est de donner de la visibilité aux gens sur leur carrière, quoi. En fait, tu vois, cette idée d'avoir des grilles publiques en interne, c'est venu d'une salariée, une journaliste qui est une super journaliste, qui avait moins de 30 ans chez nous, qui voulait avoir plusieurs enfants et qui me posait la question de est-ce que je vais pouvoir gagner suffisamment d'argent en restant ici ou est-ce qu'il faut que je parte ailleurs? Et elle faisait pas de la pression, c'était vraiment une question sincère. Et donc, du coup, je me suis dit, elle a raison. En fait, on n'est pas une grosse boîte où elle peut voir comment ça évolue sur des années. On est encore jeune. Et donc, il faut lui donner la visibilité sur l'évolution prévisible de son salaire sur les 20 ans qui viennent, quoi, en fait. Et donc, la grille permet de donner ça et de fidéliser, du coup, quoi, en fait. Ah ouais, je comprends mieux. Ouais, je comprends mieux en tout cas, c'est un bon exercice pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent avoir peur de publier leur compte ou des pratiques managériales ou voilà, des choses comme ça. Il y a aussi des modèles comme le tien. Il y a celui d'Alan, évidemment, qui est très connu, la mutuelle,
qui fait ça depuis très longtemps, mais qui sont en réalité bien plus à faveur de l'entreprise que le fait de cacher les discussions et que ce soit sous le manteau et qui crée plus d'injustice à la fin, quoi. Écoute, je te propose de terminer cet épisode par un peu de politique, notamment vis-à-vis tu vois, le rapport entre le pouvoir et l'information. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de... Enfin, c'est de longue date quand même en France qu'il y a beaucoup de milliardaires qui possèdent beaucoup de médias. Tu vois, bon, vous êtes un média B2B, donc vraiment au plus près des arcanes du pouvoir, parce que ce sont des décideurs politiques qui vont les lire. C'est quoi l'intérêt d'être indépendant pour ça, tu vois, et dans quelle mesure tu peux résister sur le long terme à toute cette concentration des médias qui peut arriver, de milliardaires qui veulent acquérir de l'influence et qui, en période d'élection en particulier, peuvent avoir envie, j'imagine, de mettre la main aussi sur ce type d'entreprise. Pour moi, c'est effectivement une situation un peu triste en France, d'avoir les principaux médias qui ne sont pas des boîtes de médias, en fait, qui appartiennent à des gens qui ont leurs intérêts ailleurs, en fait, et qui ne les achètent pas avec une ambition entrepreneuriale de développer ces boîtes de médias, mais qui les achètent comme un canal d'influence soft, ou plus ou moins soft, mais au service de leurs ambitions entrepreneuriales autres ou de leurs ambitions politiques d'influence sur notre société, quoi. C'est très particulier à la France, en fait, hein. Quand on regarde au UK, en Allemagne, aux États-Unis, il y a des vrais grands groupes médias qui font des milliards de chiffres d'affaires, qui sont rentables, qui se développent. Nous, on n'a pas ça, en fait. On a une multiplicité de petits acteurs, en fait. Il n'y a eu pas de consolidation dans notre secteur, très peu, qui sont contrôlés par des gens extérieurs au secteur. Donc moi, je me revendique du fait d'être un entrepreneur de médias, c'est-à-dire de vraiment penser qu'il y a un business à faire, en fait, dans l'information. Je crois en la valeur de l'information. Et que... Donc c'est vraiment très fort chez moi l'idée que l'indépendance, du coup, de l'entreprise a une valeur essentielle. On a besoin d'informations indépendantes pour pouvoir coexister, en fait, c'est-à-dire faire société, avoir une opinion publique, c'est pouvoir débattre de faits et d'avoir des opinions divergentes, mais une sorte d'accord sur les faits. Et les médias sont des tiers dont le job est d'établir les faits, en fait. Et donc, pour moi, c'est très dangereux si on n'arrive plus à avoir des faits communs. On ne peut plus débattre, et donc on ne peut plus faire société. Et donc, et ce job très particulier, cette responsabilité dans notre société très particulière d'établir ce qui est un fait, le journalisme, y a beaucoup de valeur à ce que ceux qui font ça soient juste au service de ça, en fait. Tu vois, si en vrai les actionnaires... Oui, qui ne défendent pas un intérêt, je sais pas, comme celui de Bolloré ou de Pierre-Édouard Stérin, pour les citer, tu vois, qui pour le coup, vont avoir... ou même Niel, hein, tu vois, quel que soit le milliardaire, en l'occurrence, ou Arnaud. Enfin, donc, c'est des gens qui, effectivement, ont leur entreprise, ont leur empire déjà business, et qui veulent contrôler... leurs intérêts en publiant de l'information qu'ils estiment être favorable à leur business, ou en tout cas qui va favoriser peut-être des acteurs qui rentrent dans leur vision du monde. Ouais, je veux viser personne en particulier, en fait, tu vois, c'est pas mon propos. Non, je sais, c'est moi qui assume. Hein, mais oui, il y a vraiment... il est nécessaire d'avoir... une indépendance de ceux dont la responsabilité est d'établir ce qui est un fait. Après, il y a deux grandes écoles dans le journalisme. Je ne veux pas créer de malentendus. Il y a le journalisme d'opinion et le journalisme de fait. Tu vois, il y a aussi toute une école de pensée qui est très forte en France, où on assume d'avoir un angle, une vision des faits. Donc un journalisme engagé, un journalisme d'opinion. Nietzsche pourrait te rétorquer qu'il n'y a pas de fait que des interprétations. À la fin, si toi, à l'extrême, tu vois, tu deviens le roi du secteur,
tu seras aussi forcément celui qui fait, tu vois, celui qui donne l'information, celui qui décide quelque part. Donc c'est toujours un peu particulier, tu vois. C'est un débat légitime. Là, je parle de l'idéal. C'est-à-dire qu'il y a un type de journaliste qui a l'idéal d'être engagé, tu vois, d'être au service d'une cause. Ça peut être une cause progressiste, de gauche, une cause conservatrice, une cause réactionnaire. Ça peut être une cause sectorielle, tu vois. Et il y a un autre type de journaliste qui a l'idéal, on ne parle pas de pratique, parce qu'en fait, les deux sont mêlés, mais qui a comme idéal d'en rester aux faits, tu vois, et de s'abstraire d'une idéologie, d'une vision du monde. Dans les deux cas, c'est interdépendant. Enfin, c'est-à-dire que ceux qui ont un journalisme engagé, ils s'appuient sur les faits aussi. On est quand même dans du journalisme. Et ceux qui veulent avoir un journalisme purement de faits, c'est quand même des humains. Donc ils ont aussi une vision personnelle du monde, mais qu'ils essayent de mettre en retrait. Nous, Contexte, on est résolument dans cette école de journalisme qui a comme idéal les faits purs. Et pour moi, notre société a besoin à la fois de médias indépendants et de médias dans cette école de pensée qui s'accrochent aux faits. Ouais. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question particulière. Hein, tu vois, la question de l'information qui part l'information, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un. Donc, c'est pas évident. En tout cas, ce qui est sûr on peut plutôt espérer qu'en démocratie, l'information puisse venir de plein de sources différentes et de plein d'intérêts différents. Et quand c'est concentré sur peu de mains, l'information, elle va être vraiment nécessairement pas assez représentative, ne serait-ce que ça, quoi. Et toi, justement, sur la question de... Est-ce que ça t'arrive, tu vois, qu'il y ait des hommes politiques ou du moins, tu vois, des lobbyistes, des choses comme ça qui t'approchent pour essayer de, on va dire, pervertir, tu vois, ton information, pour tenter de te faire dire quelque chose que tu voudrais pas dire? Non. Bah, après, moi, personnellement, non. Mes journalistes, bah oui, c'est leur job en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui viennent les voir pour qu'ils écrivent telle ou telle chose dans le média. C'est leur job de comprendre l'intérêt de la personne qui leur parle, d'analyser si c'est intéressant à savoir pour notre lecteur, et ensuite de recouper les faits. Et ensuite de l'écrire de manière efficace, s'ils jugent qu'à la fois c'est vrai, c'est pertinent. Voilà. Donc ça, c'est leur quotidien, en fait. Moi, dans mon rôle d'actionnaire d'un côté et de DG de l'autre, non, en fait. Ça m'arrive parfois qu'il y ait des pressions, en fait, mais ça fait partie du job, des pressions commerciales, en fait, des clients qui sont mécontents d'un truc qu'on a raconté sur eux, en fait, en tant qu'acteurs, mais il se trouve qu'ils sont aussi abonnés. Ah oui. Et donc ils peuvent dire, bah, vu ce que vous avez dit sur nous, on va se désabonner. Et ça arrive des fois? Oui, ça arrive. C'est normal. En fait, c'est une pratique. Oui, c'est vrai que toi, c'est particulier parce qu'à la fois, effectivement, tes clients sont aussi l'objet de ton. Sources. Ils sont à la fois des sources, des acteurs dont on décrit le jeu, et des clients. Et oui, ça arrive. Et on leur dit, bah, ok, allez-y. En fait, nous, on fait notre job. Voilà, tant pis pour vous. En fait, si vous n'avez pas besoin de notre info, voilà. Et est-ce que tu trouves justement que c'est plus difficile pour ton équipe de journalistes dans un monde où, voilà, on le sait, il y a de plus en plus de moyens pour diffuser de la fausse information, l'IA crée des vidéos, tu vois, qui sont plus vraies que vraies, on peut créer des images, il y a évidemment des puissances nationales qui veulent essayer d'avoir un impact sur les élections. En période d'élection, c'était le cas aux États-Unis, c'était déjà le cas en France, il y a eu des écoutes, il y a eu plein de choses comme ça. On va rentrer à nouveau en période d'élection. On peut penser à la Chine, tu vois, ou à la Russie, même aux États-Unis, probablement. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant pour des journalistes de détecter ce qui est une vraie d'une fausse information? Je dirais que c'est plus difficile pour le grand public, en fait, avec l'IA. C'est-à-dire qu'il y a plein de fausses informations. Le coût de création d'une fausse information a radicalement baissé avec l'IA. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de producteurs de fausses informations qu'avant. Donc, il y a une masse de fausses informations qui n'existait pas avant. Et donc, on est tous confrontés à une masse de fausses informations. Donc, c'est plus dur pour nous en général. Pour les journalistes,
Probablement, mais pas sensiblement. C'est-à-dire que leur job, c'est de vérifier. C'est des professionnels de la vérification de l'information. Et les techniques ancestrales pour le faire restent les mêmes, en fait. Source ouverte, source fermée. Donc non, en fait, justement, l'apparition de l'IA, pour moi, elle revalorise ce savoir-faire, en fait, de vérificateur qui est là, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Ça ne rend le job du journaliste que plus essentiel. En tout cas, le rôle du bon journaliste, quoi. Exactement, exactement. Tu vois, je suis content parce que aujourd'hui, comme pour le bon, le mauvais chasseur, j'aurais appris ce que c'est la différence entre le bon et le mauvais journaliste. Ok, j'essaie, pour terminer et revenir un peu sur notre sujet de base, tu vois, pour tous les, peut-être, tu vois, les dirigeants, les entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, qui peuvent se poser la question un jour de la céder ou de peut-être lever des fonds ou de faire rentrer un actionnaire, enfin, tu vois, de manière générale, du coup, de perdre leur indépendance. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil ou tu vois, de réflexion, de questions à se poser? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Ben, quel est ton projet, en fait? Enfin, se poser tranquille pour se dire comment ils vont prendre le plus de plaisir dans leur vie, en fait, entre les deux scénarios. Et ça dépend des paramètres de chacun, quoi, en fait. Mais prendre le temps de cette réflexion, en fait. Pas être dans En fait, je pense que les dépressions peuvent venir d'une approche où, en fait, on s'était donné comme objectif de vendre bien. Et en fait, on y arrive. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière après? Enfin, et donc, finalement, prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, quel est le vrai projet pour moi dans ma vie derrière le fait de vendre bien, en fait. C'est parce que je veux... Enfin, voilà. S'il y en a un, super. Mais en fait, au-delà de la fame, au-delà de la satisfaction d'ego ou sociale, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quoi. Et ça, c'est ça s'accompagne. C'est pas facile à faire ce chemin-là, mais... c'est beaucoup moins coûteux de le faire avant qu'après, en fait. Donc moi, je les encouragerais à investir sur ce cheminement intérieur de qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour leur vie, quoi, en fait. Là, je parle de vente totale, quoi, en fait, hein, pas ouais. Et ensuite, je les inviterai aussi à comment dire, à être conscients de leur santé mentale. Quand ils se posent cette question. C'est-à-dire que, genre, quand on est en période dépressive, sans parler de dépression franche, mais en période compliquée, où, tu vois, on réfléchit pas forcément bien, tu vois, on veut surtout plus souffrir. Et donc, on peut croire que vendre, ça va plus nous faire souffrir. Ce qui peut être vrai sur la souffrance qu'on a immédiate, mais est-ce que c'est vraiment le bon driver, tu vois, la bonne manière de résoudre ce problème-là? Court terme versus long terme, quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai une sorte de warning interne de les questions importantes dans ma vie, de pas y répondre quand je suis pas suffisamment bien mentalement, quoi. C'est pas mal ça. Okay. Tu vois, de m'interdire de prendre des décisions irrémédiables. Me séparer, tu vois, vendre ma boîte. Oui, lever des fonds. Lever des fonds, si je suis pas dans un état mental suffisamment équilibré, quoi. Et c'est pas mal, c'est ce type, effectivement, pour toute décision importante dans sa vie, s'assurer qu'on n'est pas dans un état émotionnel trop bouleversé qui pourrait conduire à prendre une décision orientée autour de ne pas souffrir, ne pas avoir mal, ne pas avoir peur, versus ce qu'on veut vraiment sur le long terme dans sa vie, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, ouais. Toi, tu avais le sentiment d'avoir un manque autour de l'argent lié à ton histoire familiale ou pas du tout, tu vois? Ben non, moi j'ai cette chance-là d'être assez cool sur le sujet, c'est-à-dire... moi, j'ai pas manqué d'argent étant petit. Tu vois, j'ai grandi dans un petit village du Lot
où mon père était le médecin du village, ma mère était assistante sociale dans la petite ville à côté. On gagnait suffisamment d'argent pour voilà. Il n'y avait pas de patrimoine, tu vois, particulier, mais voilà, il n'y avait pas d'angoisse, quoi. Après, j'ai dû. Enfin, ça a toujours été très cadré, tu vois. J'ai dû me payer mes études. Comme on est plusieurs enfants, la règle, c'était 500 € par mois max, pendant 5 ans max après le bac, avec une seule fois le droit de redoubler. Et c'était pas négociable, quoi. Et donc, du coup, il y avait un cadre très clair. Je devais bosser si j'avais besoin de plus que 500 €, ce qui était le cas. Donc, c'était assez simple là-dessus. Et puis, j'ai eu la chance de faire une école, tu vois, où en fait, j'avais des jobs qui payaient très bien après. Donc, j'ai jamais, dans mon quotidien, moi, souffert de manque d'argent, en fait, tu vois. J'ai de la chance, quoi. En fait, et je pense que j'ai un besoin assez faible, en fait. Tu vois, j'ai pas de hobby qui me demande beaucoup d'argent. J'adore lire, j'adore marcher, j'adore parler avec des gens. Ça coûte rien, quoi, en fait. J'adore courir, voyager, mais ça coûte pas grand-chose, en vrai, de voyager. Donc, j'adore voyager sous la tente, tu vois. Cet été, j'ai fait 15 jours tout seul de marche avec une tente. J'ai adoré. Donc, j'ai la chance à la fois d'avoir, par mon background, des jobs. Et ça, c'est la société qui veut ça, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de... C'est bizarre, en fait. Enfin, que certains métiers gagnent beaucoup plus d'autres. Mais il se trouve que c'est comme ça. Moi, les métiers que je fais et que j'aime, ils gagnent plus d'argent que d'autres. Et j'ai aussi la chance de ne pas avoir beaucoup de besoin d'argent. Donc pour moi, j'ai 2 fois de la chance, tu vois, en fait. Du coup, c'est cool. Ça enlève ce paramètre-là de mon rôle d'actionnaire, quoi, en fait. C'est ça que j'ai envie de retenir de cet épisode aussi, c'est que il faut toujours se poser les bonnes questions dans ces moments-là. Et en particulier de son rapport à l'argent, tu vois. Parce qu'en fait, ce que tu décris là, c'est que le fait que je trouve que tu es très conscient des mécanismes inconscients qui te permettent de réfléchir d'une telle façon ou d'une autre, et surtout de savoir de quoi tu as vraiment besoin, de savoir comment tu fonctionnes vis-à-vis de l'argent, et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte ou pas dans ta vie. En l'occurrence, ça t'apporte beaucoup moins que, en tout cas, d'avoir de l'argent cash, brut, comme ça, que de faire ton entreprise, avoir un impact sur le journalisme indépendant. Tu vois, c'est une mission qui te porte beaucoup plus que gagner du blé, quoi, pour le dire un peu crûment. Et je trouve que c'est une bonne invitation pour les invités, pour les auditeurs, à se poser cette question de d'où je viens sur le plan de l'argent, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et du coup de mettre tout ça en perspective, parce que sinon c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup JC pour cet exercice de publicité, du coup. Génial, exactement. De transparence. Exactement. Bravo pour ça, et un grand merci de t'être prêté au jeu. Mais merci à toi, Matt. À bientôt. À bientôt.